Mesdames et messieurs, je suis candidat à l'élection présidentielle. C'est faux. Salut et fraternité citoyens. On est à 1 an de l'élection présidentielle, et oui déjà, je voulais vous parler un petit peu du paysage politique français tel qu'il est actuellement et de tous ceux qui se sont déjà déclarés candidats à la présidence de la République. Bienvenue sur Whip, la chaîne du jeu politique. Alors le grand rendez-vous politique national en France, c'est l'élection présidentielle. Et cette élection, elle a l'habitude de remuer beaucoup, on va dire, toute la vie politique et toute la vie publique de notre pays. Alors chacun pense ce qu'il veut de cette présidentialisation du régime. Certains l'approuvent, d'autres désapprouvent et préféreraient qu'on parle plus des élections législatives. Mais là n'est pas notre questionnement aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je voudrais vous parler du paysage politique français tel qu'il est actuellement. Ça semble un petit peu compliqué de s'y retrouver, c'est vrai. Surtout que depuis 1 an, on ne parle que d'un sujet en politique, c'est la crise sanitaire. Alors effectivement, on peut parler de façon annexe, on va dire, d'autres sujets économiques, sociaux, sociétaux, mais quand même, le sujet de la crise sanitaire, il est vraiment omniprésent dans le débat public et dans les polémiques. Pour autant, malgré la crise sanitaire, il y a quand même des personnalités politiques qui se disent déjà intéressées pour être candidates à l'élection présidentielle. Certaines sont d'ailleurs déjà déclarées, et c'est le cas d'une petite dizaine de candidats officiellement, sans compter ce qu'ils sont officieusement en fait. Alors d'ici l'année prochaine, on vous parlera en détail du fonctionnement de l'élection présidentielle et de l'élection législative aussi, puisque elle se fait dans la foulée. Mais en attendant, déjà, on va parler des principaux points pour être candidat à l'élection présidentielle. Bon, déjà, il faut être de nationalité française, citoyen français donc, inscrit sur les listes électorales et donc majeur. Il faut faire une déclaration de revenus, une déclaration de patrimoine, pardon, avoir un compte en banque. Et ensuite, il faut un truc fondamental pour être candidat, c'est-à-dire des parrainages. En France, chaque candidat doit avoir au minimum 500 parrainages d'élus locaux ou parlementaires. Et ça, je peux vous l'affirmer, c'est très compliqué à avoir. Et certains candidats, petits candidats comme on dit, parfois galèrent à avoir ces signatures et n'arrivent pas à se présenter à la présidentielle. C'est tellement dur que ces tractations pour avoir 500 signatures, 500 parrainages d'élus locaux et parlementaires, elles ont déjà commencé depuis un bon moment. Les petits candidats, heureusement, et tous les candidats ont jusqu'à encore mars prochain pour recueillir ces signatures. Le Conseil constitutionnel publie la totalité des parrainages. Revenons maintenant aux candidats déclarés donc. Ils ont officiellement annoncé leur intention de se présenter à la présidentielle. De gauche à droite, nous avons Nathalie Arthaud, Jean-Luc Mélenchon, Fabien Roussel, Xavier Bertrand, Jean Lassalle, Jean-Frédéric Poisson, Nicolas Dupont-Aignan, François Asselineau et Marine Le Pen. Et plus officieusement, il y a également certaines personnalités politiques qui sont intéressées. Anne Hidalgo, Arnaud Montebourg, Yannick Jadot, Éric Piolle, Valérie Pécresse ou Bruno Retailleau. Et là, je vous ai dit des noms à la chaîne, mais ne vous inquiétez pas, on va entrer dans les détails. Et on va d'ailleurs commencer avec le président de la République lui-même. Que peut faire Emmanuel Macron? Constitutionnellement, il peut faire un nouveau mandat. Et on va briser tout de suite ce non-suspense, il est déjà candidat en fait. Emmanuel Macron est candidat à la présidentielle de 2022 depuis 5 ans, depuis qu'il a été élu. Parce que le programme d'Emmanuel Macron, il le disait lui-même, ou il le faisait dire à ses équipes de campagne en 2017, c'est un programme qui est conçu sur 10 ans. Alors c'est vrai que Emmanuel Macron est donc candidat à l'élection présidentielle. Ce quinquennat n'a pas été de tout repos. Il a affronté 2 crises majeures. La crise des Gilets jaunes, qui est la traduction en fait du mécontentement grandissant de la population envers les élites politiques. Et puis maintenant la crise sanitaire du Covid-19 depuis plus d'1 an. Et cette crise engendre maintenant une nouvelle crise économique et sociale qui va être vraiment très présente lors des débats de la présidentielle. Alors en plus de devoir porter son bilan, Emmanuel Macron va devoir innover aussi parce que c'est plus le candidat jeune et dynamique qu'on a connu en 2017. Il avait profité d'une vague dégagiste à l'époque qui avait dégagé donc les socialistes mais aussi la droite et François Fillon. Et là cette fois-ci il risque d'être lui la victime d'une nouvelle vague dégagiste. Et il ne pourra pas forcément compter sur le soutien de son parti politique, La République En Marche, qui est en réalité à l'agonie depuis plusieurs mois maintenant. Sans parler de programme politique, quelle stratégie? Une coalition de plusieurs partis politiques qui soutiendraient Emmanuel Macron, avec La République En Marche ou son successeur,
Pour les macronistes de droite, agir la droite constructive, et pour les macronistes de gauche, territoire de progrès, mais aussi le modem de François Bayrou, et éventuellement aussi un soutien de son ancien Premier ministre, Édouard Philippe lui-même. Quasiment 9 mois après son départ de Matignon, eh ben, il a commencé à jouer ses cartes. Entre loyauté et liberté, le maire du Havre, personnalité politique la plus appréciée dans le pays, tente de rester un minimum sur la scène politique nationale, tout en étant un petit peu en retrait quand même. Alors il y a des livres, il y a des interviews, il y a des documentaires qui vont sortir sur Édouard Philippe. Il a d'ailleurs lui-même écrit un livre avec Gilles Boyer, un de ses plus proches et fidèles amis, et donc Doudou de son surnom. Il dit aussi dans ses interviews aimer être aux manettes du pays. Une candidature en 2022, pourquoi pas? Il faudrait qu'Emmanuel Macron ne soit pas en capacité de se représenter, pour l'instant c'est pas encore le cas, mais effectivement ça peut être une alternative. Autre point, Édouard Philippe pourrait être le successeur d'Emmanuel Macron en 2027, et certains se prêtent d'ailleurs à imaginer Édouard Philippe face à Marion Maréchal Le Pen en 2027. Revenons d'abord en 2022, parce que 2027 c'est très loin, et 2022 c'est aussi incertain et éloigné. Bon, dans les deux cas, si c'est Emmanuel Macron ou Édouard Philippe, pour le centre et le centre droit, ça pose problème à un certain côté de l'échiquier politique, notamment les Républicains qui est coincé entre la majorité présidentielle et l'extrême droite. Et chez les Républicains, visiblement, c'est pas la grande joie. Il leur faut retrouver le chemin des victoires, comme on dit. Et ce sera pas facile, car après une décennie de déchirement fratricide, la droite républicaine, elle est en déperdition. Et même si Nicolas Sarkozy reste le parrain de cette famille politique, ça paraît compliqué quand même, hein, parce que il devait y avoir une primaire interne pour faire affronter, ou devait s'affronter, les héritiers des lignes juppéistes, des lignes fillonistes et des lignes sarkozystes. On n'est pas sûr qu'elle ait lieu cette primaire. Pourquoi? Parce que le principal candidat de la droite, Xavier Bertrand, a décidé de partir tout seul. Et oui, le président de la région des Hauts-de-France, qui a quitté le parti en 2017, a décidé de se lancer seul et de ne pas aller à la primaire. Et il base sa légitimité, la légitimité de sa campagne, non pas sur une primaire interne dans un parti politique auquel il n'est plus adhérent, mais sur sa future probable réélection à la tête des Hauts-de-France. Et du coup, ça fait pas plaisir aux Républicains, et notamment, surtout à son principal adversaire, le filloniste Bruno Retailleau, qui est président du groupe républicain au Sénat. Ce dernier, justement, il espérait remporter la primaire de la droite, surtout en se basant sur une droitisation des militants LR. Et un autre problème majeur de Bruno Retailleau, c'est que dans les intentions de vote pour l'élection présidentielle, il est très mal placé. Retailleau, il est à 6% d'intention de vote en moyenne, alors que Xavier Bertrand, il tourne à 15% d'intention de vote. Entre ces deux personnalités politiques, il y en a une autre. C'est la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, qui, elle, tourne entre 10 et 12% d'intention de vote, et qui pourrait être un recours. Bon, vu la situation actuelle, c'est clairement pas des bons scores pour le parti gaulliste. Et il y a un risque à ne pas sous-estimer, c'est la bataille d'ego entre Bruno Retailleau d'un côté et Xavier Bertrand. Les deux pourraient peut-être même partir seuls, et ce serait la première fois depuis 1995 que la droite a deux candidats à une élection présidentielle. Il y a une autre division aussi, cette fois à gauche, et plus particulièrement chez les écolos. Europe Écologie Les Verts s'est senti pousser des ailes un petit peu grâce à ses scores aux élections européennes et aux élections municipales, et le parti écologiste doit désigner un candidat à l'élection présidentielle par une primaire interne, et qui est ouverte aussi aux autres mouvements écologistes de gauche, notamment à Génération.s de Benoît Hamon. Alors les deux principaux candidats de cette consultation interne, c'est Yannick Jadot, qui a été tête de liste aux européennes, mais aussi ancien candidat à l'élection présidentielle, et en face de lui, c'est Éric Piolle, le maire écologiste de Grenoble depuis 2014. Alors les deux se disputent surtout sur la façon d'être candidat. Yannick Jadot, très clairement, il est favorable à une candidature écologiste forte, avec même, en fait, ce sont les autres mouvements de gauche modérés qui doivent se rallier à lui, notamment le Parti Socialiste. Alors qu'Éric Piolle, lui, prône plutôt le ralliement d'Europe Écologie Les Verts et peut-être de sa potentielle candidature à des candidats mieux placés dans les sondages, notamment Jean-Luc Mélenchon par exemple. Et effectivement, de Jadot et de Piolle, les deux ne sont pas au même niveau dans les intentions de vote s'ils étaient le candidat Europe Écologie Les Verts. Jadot tourne entre 6 et 9%, et Éric Piolle, lui, est à 2%. C'est le score d'Eva Joly en 2012 quand même. Bon, cette possible division des écologistes, elle reflète aussi, surtout, la division de la gauche, qui veut à tout prix une union de la gauche,
mais qui n'arrivent pas à dépasser leur division et leur ego. Et dans cette bataille des égos, quelle stratégie pour le Parti Socialiste? Eh bien oui, parce que lui, il est littéralement ruiné, entre ses déménagements et ses licenciements à répétition depuis 2017 et depuis la fin du mandat de François Hollande. Là, il va y avoir plusieurs possibilités qui s'offrent au Parti Socialiste. La première, c'est de présenter une candidature, donc, indépendante à toutes les candidatures de la gauche. Et Anne Hidalgo est ouvertement favorable à se présenter. Elle a commencé d'ailleurs sa campagne de l'autre côté du périphérique parisien. Alors il y a une autre possibilité ensuite pour le parti mitterrandien, c'est de ne pas présenter de candidat et d'en soutenir un autre. Par exemple, Olivier Faure, le premier secrétaire du PS, estime que c'est peut-être la meilleure des solutions, parce que déjà ça fera un semblant du lion de la gauche, et deuxièmement parce que le PS ne va pas accentuer ses dettes, qui sont déjà énormes. Et donc Olivier Faure aimerait bien rallier par exemple Yannick Jadot. Ce serait intéressant pour lui. Et d'ailleurs, ce week-end, les représentants de la gauche se sont réunis pour essayer de bâtir une stratégie commune. Il y avait des représentants d'à peu près tous les partis de gauche, des radicaux de gauche jusqu'aux communistes. Et visiblement, Olivier Faure, il s'est un petit peu emballé le soir même devant les médias. Il a dit qu'il y aurait une candidature commune et un projet commun. Le mec s'est cru vraiment en 1974, c'est pas grave, parce qu'en plus derrière, ça s'est mal passé, puisque les représentants des écologistes et de la France Insoumise ont dit calmez-vous, monsieur. Et les Insoumis, justement, le charismatique tribun de la gauche radicale, Jean-Luc Mélenchon, s'est lancé, lui, dès novembre dernier, avec un espoir, c'est de gagner cette fois l'élection présidentielle. La dernière fois, il était passé à 600 000 voix du second tour, on le rappelle, à 600 000 voix près. Alors, quand il a annoncé sa candidature sur TF1 en novembre dernier, il a dit ouvertement qu'il ne se présenterait à l'élection présidentielle que s'il obtenait le soutien de 150 000 parrainages de citoyens à la présidentielle. Et il a ouvert un site spécial pour ça, c'est Nous sommes pour, qui reprend d'ailleurs le programme de la France Insoumise, baptisé Avenir en commun. Alors Mélenchon a eu déjà ses 150 000 parrainages, ne vous inquiétez pas. Et la stratégie de Méluche, c'est surtout de faire comme en 2017, mais va-t-il y arriver? Parce que pour l'instant, il stagne à 10-11% d'intention de vote. Mais comme d'habitude, Mélenchon est toujours meilleur en campagne, donc il risque de grappiller des points. Reste à savoir si Mélenchon, lui, sera seul avec la France Insoumise ou s'il sera soutenu par les communistes, comme aux deux dernières élections présidentielles. Cette fois-ci, les communistes ont le choix, ils vont devoir se prononcer bientôt entre une candidature indépendante, communiste, celle du secrétaire général du PCF, Fabien Roussel, ou un soutien, un ralliement, Jean-Luc Mélenchon. Et on aura bientôt les résultats, d'ici le mois prochain, il me semble. Et enfin, de l'autre côté de l'échiquier politique, au Rassemblement national, ça se prépare à faire le meilleur score jamais vu au second tour d'une élection présidentielle, parce que les sondages assurent pour l'instant à Marine Le Pen d'être au second tour face à Emmanuel Macron, mais pour autant, comparé à 2017, l'écart risque de se resserrer entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen au second tour. Pourquoi ? À cause de l'abstention au second tour d'une grande partie de la gauche, des électeurs autant de Jean-Luc Mélenchon que des électeurs écologistes ou socialistes. Au lieu de faire 66% comme à la dernière présidentielle, Emmanuel Macron n'est plus crédité que de 53 à 55% d'intention de vote au second tour de la présidentielle face à Marine Le Pen. Le front républicain contre l'extrême droite, il a visiblement volé en éclats, il a disparu, parce que quand on voit les autres intentions de vote pour le second tour, c'est plus catastrophique, surtout pour la gauche. Pour la droite, ça va encore. Pour la droite et Emmanuel Macron, ça va encore. Valérie Pécresse, Xavier Bertrand et Emmanuel Macron gagnent assez largement, on va dire, sur Marine Le Pen, même si l'écart est plus faible avec Emmanuel Macron. Mais quand c'est un candidat de la gauche, que ce soit Anne Hidalgo, Yannick Jadot ou Jean-Luc Mélenchon, ils se prennent des tôles et c'est Marine Le Pen qui gagne le scrutin. Et là encore, c'est l'abstention de l'opposition modérée qui fait pencher la balance en faveur qu'on défend de tel ou tel candidat. À un an du premier tour de scrutin, c'est très compliqué de dire qui va gagner tout ça. La situation n'est pas figée
On n'est qu'au début de la campagne électorale, et donc avec l'évolution de la crise sanitaire, avec les élections régionales en juin, avec les primaires des partis s'ils ont lieu, avec les ralliements, avec les trahisons, on vous prépare un beau programme pour l'année prochaine pour des élections présidentielles. Vous allez adorer. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager sur tous vos réseaux sociaux préférés, à liker cette vidéo, à mettre un commentaire, à faire tout ce que vous savez faire sur YouTube. Voilà. On termine en ASMR, je vous dis à bientôt sur WIP, la chaîne du jeu politique.